Bonsoir à tous. Nous poursuivons donc notre soirée municipale avec le 4e et dernier débat dans le Tarn avant le premier tour de dimanche. Ce soir, nous nous intéressons à la sous-préfecture Castres. C'est vrai que cette formule ne plaît pas forcément aux habitants. Il y a une petite rivalité entre le nord et le sud du département. Bonsoir Laurent Dubois. Bonsoir Pascal. Alors cette ville de Castres, la 2e du département, eh bien, nous vous la présentons maintenant avec cette carte postale préparée justement par Laurent Dubois. Castres, une ville avec au palmarès 5 boucliers de Brennus. Un club phare, le CO, mais la petite Venise du Tarn ne brille pas uniquement sur le terrain de rugby, elle marque des points sur le front de la démographie. Après avoir perdu plus de 2000 habitants en 10 ans, la ville attire une nouvelle population depuis 2011. Castres, une ville dont l'économie est portée par les laboratoires Pierre Fabre. Depuis 2 ans, le taux de chômage est passé sous la barre des 10%. En 2014, le premier tour des municipales a débouché sur une triangulaire entre Pascal Bugis, le maire sortant, une liste de gauche menée par Christophe Testas, et le représentant du Front National, Jean-Paul Pileuse. La présentation des candidats va se faire dans un instant par ordre alphabétique. Ensuite, il y aura la première question et nous avons procédé juste avant l'émission à un tirage au sort pour savoir justement à qui sera posée cette première question. Un deuxième tirage au sort a été fait pour déterminer l'ordre de conclusion, le dernier message aux électeurs. Et Laurent, à Castres, il y a 4 candidats. Et on commence par le Benjamin de l'élection. Bonsoir Guillaume Arcez, 33 ans. Votre liste, J'aime Castres, elle se fait sans étiquette, mais vous avez une vraie proximité avec La République En Marche. En face de vous, Pascal Bugis, bonsoir, avocat de formation et de profession, mais surtout maire sortant, vous briguez un 4e mandat. À vos côtés, Jean-Jacques Gros. Bonsoir, Monsieur Gros. Bonsoir. Candidat du Rassemblement national, 73 ans, ancien chirurgien orthopédiste, médecin colonel de réserve au 8e RPIMA, le 8. Comme on dit à Castres, vous les avez accompagnés à l'étranger et vous avez été aussi médecin sur le porte-avions Charles de Gaulle. En face de vous, André Martinez. Bonsoir, Monsieur Martinez. Bonsoir. 67 ans, ancien enseignant. Vous avez été également psychologue avec les enfants dans les écoles et ensuite au niveau libéral. Vous êtes né tout près de Castres, à Massaguel, un petit village au pied de la Montagne Noire. Et vous aimez les randonnées, le vélo et la lecture et surtout les relations humaines. Voilà donc les présentations sont faites. On a choisi 2 thèmes ce soir. D'abord, l'autoroute A69. Ça dure depuis 20 ans. On en parlera en deuxième partie. Mais avant, pour commencer, on va parler de sécurité car c'est la première de vos préoccupations, à vous électeurs, en tout cas, Laurent, si l'on en croit les sondages, et c'est encore plus vrai à Castres. Et oui, à Castres, la campagne animée par un thème, par une question, le retour de la brigade anticriminalité. Alors, André Martinez, selon vous, est-ce que c'est une bonne solution, le retour de la BAC, pour amener la paix et la tranquillité dans les rues de Castres? Alors, si vous voulez, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la question de la sécurité est bien sûr une question importante parce qu'on n'est pas égaux face à l'insécurité. L'insécurité touche davantage les personnes qui sont le plus en difficulté. Donc, premièrement. Ensuite, à Castres, il y a aussi la question des cambriolages, vous venez de le dire. On va en parler, mais est-ce que la BAC doit revenir à Castres? Alors, attendez, la question des cambriolages qui est effectivement aussi importante, puisque à Castres, ils augmentent, alors que dans l'ensemble de la France, il y a plutôt une stabilisation, voire une régression. Alors, est-ce que c'est la BAC qui va résoudre magiquement cette question? Moi, je ne le pense pas. Je pense que c'est un ensemble de mesures qui va peut-être permettre de résoudre, d'avancer. Voilà. Et ce que je note surtout, c'est que les mesures prises jusqu'ici ne règlent rien. Parce qu'à Castres, avec un effectif de police municipale important, avec un nombre de caméras extrêmement important... 83 caméras de vidéosurveillance. 83 ou 84, ouais. Voilà. Les choses ne sont pas réglées. Alors, la question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on change, effectivement? Alors, on va la poser à Pascal Bugis. On continue? Plus de caméras, le retour de la BAC? Alors c'est clair que la BAC c'est important parce que la BAC nous a été enlevée en 2015, il faut qu'elle revienne. Ce sont des effectifs de police nationale sans uniforme. Il est important qu'ils soient sur le terrain et qu'ils mènent des opérations d'enquête. Il est important aussi qu'on accroisse le nombre de caméras parce que ça économise du temps homme sur le terrain. Mais les problématiques de sécurité, c'est surtout la politique pénale de notre pays qui est en cause. Oui, c'est souvent votre argument, vous dites que le problème il est plus national que véritablement local. Il est plus national que
que véritablement local. On a des phénomènes d'insécurité dans toutes les villes de France, dans beaucoup de quartiers de toutes les villes de France. Et on voit que le laxisme est prôné par l'État, que les délinquants qui sont condamnés reviennent dans le quartier, que les jeunes délinquants ne sont pas du tout pris en compte, les mineurs ne sont pas du tout pris en compte, que les parents ne sont pas responsabilisés. Donc on a des phénomènes de délinquance, notamment les cambriolages, qui sont souvent le fait des plus jeunes, qui ne sont pas maîtrisés. Et fort naturellement, une explosion à Castres, mais dans toutes les villes. À Castres, je signale quand même que sur l'année 2019, c'est une décroissance des cambriolages, c'est aussi une décroissance de la délinquance générale. Ça reste la ville où on est le plus cambriolé dans l'ex-Midi-Pyrénées, hein, quasiment. Non, on n'est pas sur ces statistiques-là. On l'a été sur les années 2017-2018. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Guillaume Mercey, sur cette question de la lutte contre l'insécurité et notamment les cambriolages et le retour de la BAC. Le retour de la BAC, oui, bien évidemment. On en a besoin à Castres. Elle va revenir ou pas? Parce que ça a été une vraie polémique. Ça a été annoncé par Pascal Bugis, mais aujourd'hui, rien n'est fait. Rien n'est fait. On a besoin, ce que les syndicats de police nous disent, c'est qu'il manque 20 policiers nationaux à Castres, Alliance, hein. Le syndicat Alliance, pour justement reconstituer une équipe. BAC, GSP, les choses pourront être définies. Après, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la BAC qui véritablement va nous permettre de répondre à ces problématiques de cambriolage dont on parlait? Qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ces cambriolages-là, les personnes ont 12, 13, 14 ans. On n'est pas face à du grand banditisme. Donc, ça veut dire quoi? BAC ou pas BAC, le problème, il est judiciaire, ils n'iront pas en prison. Si je vous comprends bien, c'est grosso modo, c'est ça. C'est à peu près ça. Oui, on a besoin de la BAC parce que c'est une unité, on va dire, une équipe qui va permettre de faire de la dissuasion. D'accord. Après l'interpellation, bien entendu qu'on a besoin d'avoir de la BAC. Mais pour la question du cambriolage, simplement, on a besoin de mettre en place des actions de prévention. Toute cette de quel genre? Les opération CISPD, voisins vigilants? Oui. Voisins vigilants. Alors, sur les cambriolages, les voisins vigilants, ça a été demandé depuis des années à Castres, n'est pas développé dans toute la ville. Ce que l'on souhaite faire, nous, c'est le généraliser à l'ensemble de la ville et aussi aider les propriétaires à l'acquisition d'une alarme. Mais simplement pour les jeunes, en revenir aux jeunes, c'est qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui, comment est-ce qu'on les accompagne? Il existe le Conseil des droits, des devoirs et des familles qui a été initié sous Sarkozy. La ville de Castres a été une des premières de France à l'initier. La première de France à l'initier. Et qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? C'est que ce conseil n'existe plus. On ne le fait pas vivre. Donc il faut rassembler le monde associatif, les enseignants, la police municipale, pour le faire vivre. Ouais. Alors, Jean-Jacques Gros, vous êtes sévère avec Pascal Bugis concernant les chiffres de la délinquance. Vous parlez de mauvais bilan de la majorité sortante. Il y a un mauvais bilan de la mairie de Castres sur la délinquance? Oui, la preuve, c'est que M. Bugis l'avoue lui-même, puisqu'il fait signer récemment sur le marché une pétition disant qu'il faut se pencher sur le problème de la sécurité. Donc il baisse les bras. On est sûr qu'effectivement... Baisse pas les bras. Messieurs, vous baissez les bras. J'ai votre pétition ici. Non, ne me faites pas parler. Parlez vous-même. Bon, voilà. Notre sécurité n'est plus assurée. Bien, donc le problème de la sécurité, il est bien sûr, moi je suis tout à fait favorable, bien entendu, au retour de la BAC, parce que, comme vous l'avez très bien dit, la plupart des personnes l'ont dit ici, c'est une brigade qui est faite pour la grosse criminalité, mais quand on voit quels sont, comme vous dites, les problèmes avec les jeunes, avec les petits cambriolages et choses comme ça, il faut changer d'optique, il faut commencer par la tolérance zéro. Je ne voudrais pas comparer Castres avec New York, loin de moi, mais comme M. Giuliani... On peut parler de petite Venise, mais pas de petite... Mais M. Giuliani, même Chicago. Le principe... Non, mais le principe de M. Giuliani, il est applicable aussi bien à Castres qu'à beaucoup d'autres villes. C'est le zéro délinquant, c'est le carreau cassé. Il faut commencer comme ça. Et ça, justement, c'est là ce que je reproche à la municipalité sortante, qui est là depuis 19 ans, vous l'avez rappelé, c'est qu'il faut mettre en place des policiers municipaux qui vont, bien entendu, compenser ce que ne fait pas la police nationale. André Martinez, vous n'êtes pas que pour la matraque, vous êtes aussi, par moments, par l'accompagnement, le suivi. Oui. Est-ce que ça peut être une solution? Ou est-ce que c'est pas un peu angélique de se dire on va faire du traitement social de la délinquance? D'abord un point. C'est vrai que c'est facile de dire c'est la faute de l'État. Comme ça, évidemment, M. Bugis, c'est plus du tout votre faute. C'est la faute de l'État. Mais moi, je crois que les choses sont beaucoup plus partagées que ce que vous le dites. C'est-à-dire voilà. Nous, ce que nous proposons, c'est effectivement des policiers sur le terrain.
il manque au plan national une vingtaine de postes de policiers au commissariat de Castres. C'est une réalité. Mais ça, c'est pas la compétence municipale, c'est pas la c'est pas la compétence municipale. Mais je le souligne, je le souligne effectivement. Ça, on peut le faire. Je le souligne effectivement. Et ensuite, ce qui est de la compétence municipale, c'est, par exemple, d'installer des postes de police municipaux dans les quartiers. Et ça, c'est le retour des îlotiers. Et ça, je crois que c'est pas fait. Aujourd'hui, sur la cinquantaine de policiers municipaux, à peu près, ou peut-être un petit peu plus, il y en a une vingtaine qui sont derrière les caméras. Et ça, nous voulons le changer, parce que nous voulons des policiers sur le terrain. Ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut continuer sans cesse à augmenter le nombre de caméras ? Moi, je ne crois pas. Vous n'arriverez pas à mettre des caméras dans toutes les rues et vous ne pourrez pas mettre, heureusement d'ailleurs, des caméras derrière chaque habitant. La solution n'est pas là. Pour nous, la solution, c'est des policiers sur le terrain. Pascal Bugis, sur cette idée des caméras, ça ne sert à pas trop grand-chose, si on comprend bien. C'est à Castres qu'il y a le plus grand nombre de policiers municipaux dans le Tarn. Eh ben oui, par habitant, il y a aussi le plus de caméras. Il y en a 34 à Albi, il y en a 10. Donc ne me dites pas qu'il faut faire un effort de ce point de vue-là. On peut toujours le faire. Mais ce qu'il faut aussi essayer de faire, c'est d'assurer une surveillance du terrain, pas par le biais de personnel, parce qu'on va s'épuiser. 34, c'est déjà beaucoup. Et vous trouvez pas que 20 policiers derrière la caméra, c'est beaucoup ? Plus les ASVP, etc. Les agents sur la voie publique qui verbalisent. Vous avez l'impression que l'État vous abandonne, en fait ? On a l'impression qu'effectivement, c'est la politique pénale. C'est le soubassement de toute l'action policière et judiciaire qui est miné. Et quand on envoie, encore une fois, le signal que les mineurs peuvent tout faire sans rien risquer, ni leurs parents, on comprend bien que... Jean-Jacques, vous proposez une brigade canine, une brigade motorisée. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Encore une fois, on va mettre des moyens supplémentaires. La brigade canine, elle existait, elle n'existe plus. Les brigades canines, c'est justement fait pour faire des patrouilles, en particulier des patrouilles nocturnes. C'est fait pour éviter justement ce genre de petite délinquance qui empoisonne la vie des castrés. Le problème, il est là. Et quand vous dites qu'il y a 30 policiers, mais s'il en faut 40, il en faudra 40. Non, et s'il faut 300 caméras, il faudra 300 caméras. Puisqu'il y a des quartiers qui ne sont pas couverts ou mal couverts, il faut augmenter et arrêter la délinquance. La première chose, si vous n'empêchez pas les petits gamins de 13-14 ans de faire ce qu'on appelle, par euphémisme, des incivilités, eh bien vous aurez ensuite des délits de plus en plus graves, de plus en plus importants. Sur les moyens, la police de proximité, c'est votre credo. On l'a dit, je le redis, c'est oui. Après, augmenter le nombre des effectifs municipaux, de la police municipale, augmenter le nombre de caméras, on le voit aujourd'hui à Castres. On est la ville, effectivement, dans le Tarn, qui a le plus de caméras de vidéosurveillance, le plus de policiers municipaux, et ça ne marche pas, le compte n'y est pas. Un certain nombre de quartiers... ça marche pas, pourquoi ? L'explication. Mais parce qu'il n'y a pas de véritable politique de sécurité. On parle uniquement de répression. Là, il faudrait aussi parler de prévention, de dissuasion, de répression et de réinsertion. Entre 2001 et aujourd'hui. Non, en 2001, un certain nombre de quartiers ne vivent plus, monsieur Bugis. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit. Nous sommes à un peu plus de 2000 cas de contraventions et délits commis sur la ville de Castres. Donc on a baissé quand même de 1000 cas, c'est-à-dire d'un tiers en 20 ans. Moi, je veux bien vous n'êtes pas allé à Ayotte et à Bisséou, ces quartiers-là qui avaient... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté. C'était des quartiers résidentiels. Je ne dis pas la tranquillité publique aujourd'hui est perturbée. Je reviens sur parler de très jeunes individus. Ça dérape dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes individus qui ont 13, 14, 15 ans, qui sèchent les cours ? Est-ce que c'est normal d'avoir des enfants aujourd'hui, des ados dans la rue ? Non. À un moment donné, on ne peut pas non plus se dédouaner. Mais la compétence du maire, c'est de rassembler les acteurs politiques, les acteurs sociaux, la préfecture, les services de police autour d'une table et de se dire à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait ? On peut se rejeter la balle systématiquement, mais ça ne fera pas avancer la situation. C'est quand même donc, de ce qui la manque, compétence municipale d'empêcher de traîner les enfants dans la rue après 8 heures du soir. C'est de la compétence municipale. C'est fait, elle est prise. Mais ce n'est pas fait, monsieur Bugis, aujourd'hui. Les responsabilités sont prises. Il y a des arrêtés qui permettent à la police nationale et pas municipale de raccompagner chez eux. Parce que vous êtes encore une fois dans la répression et absolument pas dans un politique de prévention. On peut les remettre à la police nationale. Bien sûr, mais la police nationale est défaillante. Justement, là, vous parlez de la prévention, un dernier tour au table sur la prévention. Là, on vient de voir le volet répression. Qu'est-ce qu'il faudra en termes de prévention pour marcher sur deux jambes sans clin d'œil le CISPD, Attendez, ne parlez pas tous en même temps. Il y a un temps de parole qui est vérifié. Allez-y, monsieur Gros. Oui, je dis que la meilleure prévention, c'est
d'arrêter les délits dès le départ. C'est la meilleure prévention. À partir du moment où les futurs délinquants ou les futures incivilités seront punis ou arrêtés ou au moins traduits devant une justice, même si cette justice, et je suis d'accord avec vous, M. Bugis, est très souvent insuffisante, il n'empêche quand même, quand vous amenez un adolescent 2 fois, 3 fois devant le juge, même si le juge ne prend pas les décisions qu'on aimerait qu'il prenne, c'est quand même très dissuasif. Et c'est ça la chose la plus dissuasive. C'est que rien, il ne faut pas, comme je vous répète tout à l'heure, c'est la politique du carreau cassé. Il ne faut rien laisser passer. On va rapidement faire le tour sur la prévention avant de passer au deuxième débat. Travailleurs sociaux, c'est ça? Plus d'éducateurs, plus Au de... niveau de la prévention, moi je trouve que pas grand-chose n'est fait. Rien n'est fait. Les quartiers se sentent véritablement abandonnés. Il n'y a plus aujourd'hui de lien social dans les quartiers. Vous parlez de médiateurs de terrain, ça veut dire quoi? Oui, alors nous, ce que nous proposons, c'est 2 choses. Et effectivement, la ville peut jouer le rôle de coordonnateur entre les différents services, et je pense qu'elle ne le fait pas, et c'est fort dommage. Entre la police... C'est dommage que vous pensiez pas. Entre la police, la justice... Parce que ça n'est pas vrai. Les travailleurs sociaux et l'éducation nationale. Ensuite, oui, nous proposons la mise en place d'un service municipal de médiateurs de quartier. Et nous proposons aussi la création de maisons de quartier dans tous les quartiers. Donc, ces médiateurs pourront effectivement proposer des activités, pourront accompagner les jeunes, par exemple, mais ils pourront aussi gérer certains conflits. Et il nous semble qu'il faut vraiment un service Guillaume Arcez, qui permettra justement Monsieur ensuite Martinez, de discuter avec les autres. Excusez-moi de vous services. couper, mais on voudrait parler du désenclavement et de l'autoroute. Donc on va aller rapidement sur la prévention. Vous voulez des îlotiers, vous? Le retour des îlotiers, le retour des CISPD, de ces commissions dont je vous parlais, où on rassemble toutes les bonnes énergies pour véritablement prévenir, encore une fois, les incivilités, remettre un certain nombre de services aussi dans les quartiers qui sont abandonnés. Les MJC en font partie, les maisons de quartier en font partie. Quand aujourd'hui, il n'y a pas d'accompagnement, on laisse à l'abandon un certain nombre de personnes. Donc il faut les accompagner, je pense, pour justement éviter qu'il y ait ces dérives qui s'installent. Je rappelle que toutes ces structures existent, demeurent. Ce n'est pas parce que nous avons retiré le mandat au MJC, à la Fédération des MJC, de gérer les structures que les structures ont disparu. Il y avait 7500 adhérents à la MJC. Les structures n'ont pas disparu, les animateurs sont toujours là. Ce sont ceux qui existaient du temps de mon prédécesseur, pour un certain nombre. Il y a eu du renouvellement, bien sûr, mais les structures sont pleines. Elles fonctionnent dans tous les quartiers. Il y a des Monsieur Bugis, les MJC sont... Bien entendu, barricadés, fermés à clé. Les MJC ont été déchargés du mandat de la gestion. Qui fonctionne, c'est celle des salvages. Vous le voulez bien? Les structures d'accueil des jeunes existent partout, dans tous les quartiers, Monsieur Martinez. Elles ne remplissent pas leur mission pour laquelle elles ont été on va passer, si vous le voulez bien, au deuxième thème qui est important aussi pour Castres. C'est celui du désenclavement. Et on va parler notamment de l'Arlésienne, cette autoroute, la 69. On en a parlé pendant 20 ans. Et ça y est, enfin, Laurent, elle pointe le bout de son péage. Alors, est-ce que c'est le remède? Un chantier qui remonte aux années 2000 et ça y est, la mise en concession au mois de février dernier. Alors, avec quand même une question forte, c'est quand même le tarif, le prix. Parce que c'est bien beau d'avoir une autoroute, mais encore faut-il qu'elle soit accessible. Le péage. Le péage, évidemment. Le prix de péage. Alors, selon vous, quelle est la solution pour que ce péage soit accessible? D'abord, est-ce qu'il va être accessible? On parlait de 15 € Guillaume Arcez, à un moment donné. Moi, j'aimerais simplement déjà dire que c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle qu'un des premiers bassins industriels d'Occitanie soit relié à la métropole toulousaine. C'était quelque chose de vital pour notre territoire. Il faut quand même se souvenir des mots de Jacques Limousin, qui a été maire de Castres, ministre, et qui nous disait que clairement, si cette autoroute ne se faisait pas, nos villes allaient devenir des villages. Donc c'est un élément vital pour notre territoire. Non, ça y est, là on est dans le concret. Concernant comment après ça va se passer le péage aujourd'hui, lorsque le ruban va être coupé? 15 €, on pour pense, c'est énorme. C'est un chiffre important. Effectivement, nous allons travailler pour que les prix du marché soient respectés. Nous allons essayer de travailler avec les concessionnaires. Après, encore une fois, la force de la manœuvre que nous aurons, ce sera simplement des négociations. Ce n'est pas nous, élus, qui pourront décider. Pourtant, c'est vous, Luc, qui risquez de devoir payer les subventions d'équilibre aux concessionnaires si jamais il n'y a pas assez de fréquentation sur l'autoroute. Monsieur Gros. Oui, c'est un point de vue que nous sommes tous obligés de partager. On parle sur des choses qu'on ne connaît pas ou très peu. Déjà, on ne connaît même pas la date de la mise en chantier de cette autoroute. Vous parliez de M. Limousin, on parlait déjà du temps de M. Limousin quand il était maire. Ça remonte encore plus loin, cette autoroute. Moi, je m'en souviens très bien. Donc, ça porte déjà à 30 ou 40 ans. Et là, maintenant, on arrive là. Alors, il y a, d'après ce que j'ai vu, la moitié du financement qui sera fait par le concessionnaire. Il est bien évident que le concessionnaire voudra rentrer dans ses fonds.
Ça, c'est évident. Alors, à ce moment-là, vous parlez de 15 €. On ne sait pas si c'est 15 €, s'il sera 15 plus 3 pour ce qui se passe pour l'autoroute d'Albi. Ce qu'il faut voir actuellement, c'est quand même ce déséquilibre fondamental entre le temps nord et le temps sud, puisqu'il y a déjà plus d'une dizaine d'années qu'il y a l'autoroute d'Albi qui est gratuite jusqu'à l'arrivée, jusqu'au péage, en fait. On paye 1,50 € en partant. Voilà, il y a 1,50 € de fois aller-retour. Ça fait 3 €, donc c'est quasiment gratuit. Là, c'est quand même un gros problème aussi qui se pose pour nous, de savoir pourquoi l'autoroute de Castres, pour laquelle je suis évidemment tout à fait favorable, quand on sait très bien que quand une autoroute arrive, ça ouvre le champ sur les implantations d'entreprises. Le problème est de savoir, pour l'habitant de Castres, Pascal Buget, est-ce que ça vous inquiète d'aller à Toulouse, simplement pratique d'aller à côté Toulouse le soir au consommateur du cinéma. coût du péage? Est-ce que c'est une question qui vous... Oui, qui vous mais je inquiète? pense que c'est encore prématuré pour l'évoquer, parce que ça va dépendre du concessionnaire qui va être désigné et Vous avez une idée de ses exigences. qui pourrait être désigné? Pour l'instant, il n'y en a pas la candidature. On verra si des candidats sont intéressés, combien et à quel tarif, effectivement. Mais on n'avait pas le choix, vraiment. On sait que ce dossier, vous indiquez les uns et les autres que ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. En réalité, il a été repris en 2006-2007 par Pierre Fabre. Et sous l'égide de Pierre Fabre, on a décidé d'abandonner l'idée que nous aurions une autoroute ou une infrastructure payée par l'État intégralement, comme c'est le cas de celle d'Albi. Et donc, on est parti sur l'idée qu'il valait mieux avoir un concessionnaire qui paie l'infrastructure et qui ensuite se récupère auprès des usagers. Alors, vous imaginez 15 €, puisque c'est le chiffre qu'on donne pour 87 km, en tout cas depuis ici, par exemple. Ça me paraît élevé. L'équivalent de Montpellier, c'est 23 € Oui, pour 240 c'est pour ça que je n'y crois pas beaucoup à ces 15 €. Ouais. Monsieur Martinez, vous qui êtes avec les écologistes, vous êtes pour l'autoroute? Parce qu'il y a beaucoup d'opposants, il faut le dire, quand même. Oui. Bah, écoutez, je l'ai déjà dit, notre liste est partagée sur cette question. Bon, maintenant, les choses sont faites. L'autoroute va arriver, donc moi je prends acte. Oui, parce qu'il y avait quand même l'hypothèse du raménagement de la RN 126 qui avait je prends acte effectivement des engagements administratifs, je prends acte des engagements financiers des collectivités locales. Bon, ensuite, je suis peut-être un peu moins enthousiaste que mes collègues, parce que ce que nous dit par exemple le commissariat général à l'investissement, il nous dit que le développement économique est hypothétique. Bon. Donc il faut quand même être mesuré dans ce qu'on avance. La question du péage, j'y reviens, la question du péage est extrêmement importante, 15 €. Oui. Moi je ne pense pas du tout. On peut dire on va faire on va essayer de faire baisser tout ça. Je ne crois pas que ça sera possible, parce que c'est justement si vous voulez, le support effectivement pour l'autoroute payante. Donc je ne crois pas qu'on pourrait y revenir. Et ça introduit bien sûr un déséquilibre nord-sud Guillaume Mercier, important. est-ce que vous redoutez des effets négatifs? On sait par exemple que l'autoroute sur Albi est une vraie plus-value, mais a aussi dépeuplé en partie Albi. Les gens sont sortis de la ville, ont été vers Abastin, Saint-Sulpice. Est-ce qu'il peut y avoir une sorte de coût dérivé pour... Il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque si on n'anticipe pas suffisamment l'arrivée de cette autoroute, si on ne travaille pas suffisamment avec le tissu industriel, le tissu économique de notre territoire, à devenir un petit peu la banlieue dortoir de Toulouse. Il va falloir travailler sur l'attractivité de notre territoire. L'autoroute, oui, bien évidemment, mais c'est un outil. Ça ne va pas nous permettre de résoudre toutes nos difficultés. Nous allons devoir travailler sur la culture. Je pense à l'exemple de Rodez et de Soulages, à quel point ils ont réussi à faire émerger Rodez. Nous, on souhaite travailler sur Goya, avec la création d'un grand musée Goya. Il va falloir redynamiser notre centre-ville, travailler sur le commerce de proximité, travailler sur la rénovation des berges urbaines, les berges de la Goutte. Donc ce projet, oui à l'autoroute, mais attention à ne pas devenir la ville dortoir de Toulouse. Il faut accompagner l'autoroute. Bien sûr, c'est ce que nous ne cessons de faire. On a eu le temps. On a eu le temps d'accompagner le mouvement et de travailler effectivement pour que le jour où l'essai sera marqué, on soit capable de le transformer. Oui, on a vraiment préparé le territoire. Pas suffisamment, si je peux me permettre, pas suffisamment. Oui, mais ça, je comprends pas suffisamment. J'ai rencontré beaucoup d'associations. Vous ne seriez pas là. Non, j'ai rencontré beaucoup d'associations, d'industriels, via 80, qui a porté le projet de l'autoroute sur notre territoire, n'a jamais été rencontré par le maire. On va laisser finir M. Bugis et après M. Gros. Non, simplement, nous avons travaillé toutes ces années à préparer le territoire. Je ne pense pas que nous deviendrons une banlieue dortoir de Toulouse, parce que Castres et son agglomération sont véritablement aujourd'hui un véritable territoire autonome. Nous avons un certain nombre de services et d'activités qui nous permettent de vivre par nous-mêmes. Alors, bien sûr, ça sera mieux d'être relié à Toulouse, comme le sont les autres métropoles de l'ex-Midi-Pyrénées, mais ça ne devrait pas comporter trop d'effets négatifs, même s'il y en a effectivement quelques-uns que l'on peut redouter et essayer d'anticiper. Ça va très vite, il reste 1 minute de débat avant vos conclusions. En termes de temps de parole, oui, c'est M. Gros. Je suis tout à fait d'accord pour prévoir et pour gérer ces effets négatifs, parce qu'ils sont de différents ordres. Déjà, un problème qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'à partir du moment où il y a l'autoroute, l'aéroport de Castres-Mazamet risque quand même aussi d'être impacté. Oui, qui est largement déficitaire. Voilà, qui est largement déficitaire. Ouais.
risque fort d'être le coup de grâce. Il y a Pascal Bugy, c'est pas d'accord. Non, ce ne sera pas le coup de grâce. On fera ce qu'il faudra pour qu'il demeure. Il faudra voir ce qu'il faudra faire déjà. Ouais. Vous nous dites qu'on fera ce qu'il faudra. Moi, je le sais ce qu'il faut faire. C'est 1 million d'euros par an pour la communauté d'agglomération pour subventionner la ligne aéroportuaire. C'est un des risques que nous courons. Après, il faudra peut-être trouver ce million d'euros. Ensuite, on sait très bien que quand une autoroute arrive, ça s'est vu pour l'autoroute d'Albi, à côté des effets positifs, il y a des effets négatifs qui sont les effets sur l'insécurité. Et là, on revient également au problème de la BAC, au premier thème. On sait très bien que les cambriolages augmentent. On sait très bien qu'il y a des allers-retours d'une certaine pègre qui va aussi bien sur le trafic de drogue que sur les cambriolages, et qui va très rapidement sur Toulouse et qui revient sur... Absolument, mais ils ont encore un peu de temps parce que l'autoroute n'est pas encore en construction. Mais à 15 euros, ça peut retenir éventuellement. Le débat est terminé. On va passer donc à votre dernier message, et c'est important. Et Monsieur Gros, de toute façon, c'est vous qui avez gagné le tirage au sort pour le dernier message aux électeurs castrés. Donc vous avez 50 secondes pour les convaincre de voter pour vous. Bon, nous sommes à l'ère, comme on disait tout à l'heure, d'un bilan de maire sortant, en poste depuis 19 ans, qui a échoué pour nous sur 3 thèmes majeurs, qui sont l'insécurité, on en a parlé longuement, l'identité et la désertification du centre-ville. Nous serons, nous, intraitables avec les délinquants, les auteurs d'incivilité qui angoissent les castraises et les castrés, et nous ferons en sorte que la peur change de camp. Nous placerons l'identité locale et nationale au cœur de l'action, et nous développerons une politique économique, fiscale, d'animation, pour revivifier le centre-ville. La force de renouveau que nous incarnons sera celle du changement, pour vous assurer une ville plus sûre, plus attirante et plus agréable à vivre. Donc le 15 et le 22 mars, vous voterez pour la liste Rassemblement Castres, soutenue par le Rassemblement national et la droite populaire. Je vous remercie. C'est à vous, Monsieur Bugis. Voilà, à l'issue d'une campagne alimentée par les rumeurs, les critiques, je m'adresserai aux Castraises et aux Castrés pour briguer un dernier mandat. Pour leur dire que nous essaierons de nous mettre à leur service avec une équipe renouvelée pour tenter de continuer à proposer à la population un programme réaliste, réalisable, pour ne pas leur vendre du rêve à pas cher. Nous ferons en sorte d'être toujours à leur écoute et à leur proximité pour continuer à transformer Castres et à faire de cette ville un endroit où il fait bon vivre. André Martinez, c'est à vous. Ce que je dirais, c'est que les élections, effectivement, de dimanche prochain sont importantes. Elles engagent l'avenir de la ville dans un moment particulier. Le monde change, avec les crises climatiques, avec les crises sociales. Et nous pensons que Castres ne peut ignorer ces changements. Alors, on l'a déjà dit, M. Bugis, mais nous pensons qu'on ne peut pas continuer à bétonner la ville, qu'on ne peut pas gérer la ville sans ses habitants et laisser une partie de la population à l'abandon. Donc nous proposons de faire autrement. Nous proposons que chaque décision soit étudiée selon 2 critères, à la fois l'impact écologique et aussi l'apport social. La liste que je conduis, Castres écologique et solidaire, est une liste citoyenne de rassemblement, ouverte à toutes les sensibilités de gauche et de l'écologie. Et notre diversité, nos engagements, nous donnent une vraie expérience et une connaissance du terrain. Notre projet est certes ambitieux, il est social écologique et il se fera avec les Castrais. Jaurès disait, le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Et pour dimanche prochain, évidemment, votez pour les candidats de Castres écologique et solidaire, votez pour redonner des couleurs à notre ville. Guillaume Marcès, c'est à vous pour le mot de la conclusion. Merci de votre invitation, merci de nous avoir permis de débattre et de proposer une vision pour Castres. Moi, j'aimerais aussi remercier les centaines de Castrais qui nous accompagnent depuis le début de cette aventure, avec qui nous échangeons et qui nous partageons et avec qui nous avons co-construit ce projet, ce programme de 81 propositions pour Castres et les Castrés. Ce qui a marqué cette campagne, c'est la proximité. Nous souhaitons continuer cet échange avec les Castrés, à redonner de la proximité à cette ville véritablement, redonner le sens à l'élu municipal, c'est-à-dire un élu de terrain, un élu de proximité, un élu qu'on connaît. La liste que je conduis est une liste de rassemblement, de renouvellement, une liste de Castraises et de Castrés qui ont envie de s'engager pour Castres, et uniquement Castres aujourd'hui, parce que notre parti aujourd'hui, c'est Castres. Ce qu'on souhaite, c'est qu'en 2026, Castres ait retrouvé son dynamisme, son attractivité, son rayonnement, je l'ai dit, à travers la culture, l'industrie, l'emploi, à travers un cœur de ville riche et dynamique, pour conduire ce projet, une seule liste, J'aime Castres.
Ok, on l'a bien entendu. Merci beaucoup à vous quatre. Merci Laurent Dubois. Ce débat est à présent terminé. On vote donc le 15 et le 22 mars. Les élections municipales, c'est tous les jours sur France 3, le 12-13, le 19-20, nos supports numériques, le blog politique de Laurent Dubois et évidemment dimanche soir 20h, notre grande soirée électorale sur France 3. Excetani. Bonne soirée, belle soirée avec nous.